Bonjour à tous, une vidéo comme une urgence. Très clairement, la chaîne Culture Plan s'engage politiquement. Elle perdra des abonnés, c'est certain. Mais pour moi, il n'est absolument pas possible de créer une chaîne en fait de jeux vidéo. Et en fait, que cette notion de création soit absolument reliée à aucun engagement. Bien sûr, il y a tout type d'engagement et tout se respecte. On peut très bien avoir par exemple une chaîne, un Instagram et partager la beauté du monde si c'est ce qu'on a envie de faire et partager uniquement ça. Mais après, chacun son éthique, chacun sa nécessité. Et moi, de là d'où je viens, je n'ai jamais pu réellement me taire. Ça m'est littéralement impossible. Et donc du coup, que ça soit l'enseignant que j'ai été, que ça soit parfois, entre guillemets, le peintre, je me rappelle encore très bien, il y a quelques années, voir aux informations l'information terrible qui avait créé la mort en fait de Alton Sterling, un jeune noir américain, tué d'une manière absolument quoi. En fait, c'est un crime. Il a été tué par la police aux États-Unis et on découvrait ça, un acte de pur racisme. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette information? Et moi, je sais que mon éthique personnelle faisait que ça m'était absolument impossible de me taire. Et j'avais eu besoin de faire un pastel, j'avais eu besoin d'agir, j'avais besoin de libérer de la parole parce que cela m'était insoutenable. Et je n'avais absolument pas envie d'être une personne qui tout d'un coup découvre le monde ou voit les informations du monde avec une forme de distance, une forme d'aigle. Non, parfois on est complètement à terre et il s'agit de prendre les choses à terre, parfois même dans leur atrocité. Et moi, pour ces raisons-là, je souhaite faire cette vidéo parce que j'en ferai plusieurs, j'en ferai beaucoup. Et je vais aussi réfléchir, comme j'ai déjà fait par le passé, mais encore plus, sur quel type de jeux vidéo je traiterai aussi prochainement. Il y aura sûrement des jeux vidéo que je traiterai parce que j'aurai besoin un peu de m'évader, mais il y a aussi des jeux vidéo dont j'aurais besoin d'essayer de réfléchir si au moins ils se relient avec une thématique de l'engagement et de la chair et de la matière et de quelque chose en fait qui parle aux tripes et pas quelque chose qui est flottant. Je pense que l'heure est assez grave, la France elle est clairement fracturée. Ce que je tiens à dire en premier lieu, je pourrais pas faire une vidéo ultra longue parce que j'ai peu de batterie à moins que j'arrive à recharger pendant. Mais ce que je voulais dire en premier lieu, c'est que j'ai pas du tout envie de tenir une parole, en tout cas, je sais pas comment dire. C'est qu'à la fois il y a une parole que je vais émettre, qui est une parole vraiment pour moi d'espérance et de quelque chose qui croit en fait en l'autre, qui croit en fait à une forme de beauté. Et c'est ça que j'aurais envie d'évoquer. Mais en même temps, j'ai pas non plus envie que cette parole entre guillemets, parfois peut-être lumineuse ou d'espérance, soit une parole de pouvoir, comme quelque chose qui dirait moi je vote ça et donc ceux qui votent autrement ils sont forcément ci ou ça. Non, surtout pas. Mais par contre, avoir une parole d'enjeu, oui. Moi, très clairement, j'ai voté, je voterai le nouveau Front Populaire, sans absolument aucune hésitation. Pourquoi? Tout d'abord, moi, je comprends que la France soit fracturée, très clairement. Franchement, le gouvernement d'Emmanuel Macron a réellement causé énormément de dégâts. Il y a eu une violence, en fait, sourde, très, 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 très grande. Et il y a des gens qui ont vécu des choses extrêmement difficiles, ne serait-ce que le fait de ne pas être entendu, ne serait-ce que le fait de se sentir parfois, oui, en insécurité, de se sentir abandonné. Il n'empêche que, et ça c'est difficile à expliquer en fait, c'est que j'ai la conviction en fait qu'il y a une dimension en fait qui est invisible. C'est quoi cette dimension invisible? C'est que quand vous êtes dans un bus par exemple, et que tout d'un coup vous regardez dehors, vous regardez la nature, et à votre droite vous entendez une parole raciste. Et elle n'est pas très audible, mais vous l'entendez. Vous entendez une personne émettre une parole raciste envers quelqu'un du bus. C'est quelque chose qui est visible sans l'être, qui passe parfois dans l'air, mais qui se dit par des mots. Et tout d'un coup, pour moi, il y a quelque chose au niveau de l'émotion où on sent que si les êtres humains prenaient ce chemin, ils vont littéralement mourir en fait, ils vont littéralement disparaître. Qu'il y a des chemins qui sont littéralement des chemins de fin. Et ça, c'est difficile en fait à expliquer, mais je suis convaincu qu'il y a des chemins en fait qu'on peut prendre, qui sont des chemins en fait qui épuisent l'âme, qui sont des chemins. Vous voyez, par exemple, quand on enseigne, il y a des moments donnés où on sent qu'il y a certains enseignants,
les chemins d'autorité qu'ils prennent, certains types de chemins, sont des chemins absolument destructeurs parfois pour certains élèves. Parce que des élèves, en fait, qui sont tellement en difficulté, que si vous ne trouvez pas des réels chemins d'écoute, des réels chemins où vous essayez vraiment de les écouter, vraiment de comprendre qui ils sont, d'où ils viennent, pourquoi ils en sont là, pourquoi ils n'ont pas confiance en eux, pourquoi ils ont cette violence. Et quand vous arrivez réellement à ressentir et qu'en fait vous vous rendez compte que tel élève, par exemple, il va lire Naruto, il va faire ci, il va faire ça, en fait vous vous rendez compte que le spectre il est beaucoup plus compliqué, il est beaucoup plus large, et qu'en fait cette personne qui était dite violente, elle n'était pas si violente que ça. Justement, elle était diverse. Et qu'il y avait... Ah, attendez. J'ai l'impression qu'il y a une grosse mouche. Attendez. Moi, je regardais parce qu'en fait, tu me demandais si c'était pas une... J'ai fermé les fenêtres pour justement pouvoir parler tranquillement. Et en fait, j'habite dans une zone où il y a parfois des guêpes qui entrent. Et du coup... Ça va, c'est une mouche. J'ai pas forcément très envie de vous parler avec une énorme guêpe qui serait entrée. Parce que la dernière fois, il y avait une énorme guêpe. Et ça, c'est un truc à se faire piquer, c'est pas ouf. Mais ce que je voulais vous dire, en tout cas, c'est que ça, pour moi, c'est ça l'œuvre de Naruto. C'est qu'il y a toujours cette capacité, en fait. Et ça, c'est pas le visible. C'est un truc invisible. C'est-à-dire que quand vous allez parler, par exemple, vous parlez à un élève, il y a eu une situation violente. Il n'y a rien vraiment factuellement qui va vous montrer parfois que cet élève, il a des qualités sensibles. Parfois, une situation vraiment violente. Il y a eu 2 élèves qui se sont disputés, des trucs très violents. Et en fait, il y a quelque chose dans votre instinct, dans votre manière de ressentir le monde, qui fait que tout d'un coup, vous sentez qu'il n'y a pas que de la violence. Et c'est cette notion que je disais hier par l'écriture, que oui, je pense que les cœurs peuvent changer. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est extrêmement difficile de vouloir changer parce que quand on a pris en fait un camp qui tout d'un coup est un camp du repli sur soi, on se dit voilà, je vais voter RN parce que voilà, les immigrés, les machins. Et en fait, on s'est convaincu de ça et on s'enferme dans ça. Ben, je pense qu'en fait, c'est extrêmement difficile tout d'un coup de se dire je me suis peut-être trompé. Mais en même temps, les personnes ne se sont pas totalement trompées. Si elles en sont là, c'est qu'à un moment donné, il y a des raisons. Mais la réalité, en fait, c'est que le vrai chemin ne peut pas être ce chemin-là. Parce que le vrai chemin, en fait, tout être humain, et ça j'en suis convaincu, c'est un truc qui n'est pas relié à la France. C'est le seul vrai chemin possible, c'est un chemin qui est un chemin d'ouverture. Quand vous voyagez, si vous avez la chance de voyager, mais c'est extraordinaire de rencontrer des gens différents, des gens de religions différentes, des gens qui vous apportent des choses par leur seule différence. Et qu'à partir du moment donné, en fait, et honnêtement, on est dans un pays où de plus en plus, plus on est libre, plus on a envie de penser librement, plus on se sent contrôlé. C'est terrible. On se sent contrôlé de penser de manière libre. C'est un truc de fou, quoi. Et au fond, je pense que ces élections, elles nous renvoient quelque chose qui est, à un moment donné, de se dire quel choix on fait. Et il faut trouver les mots pour le dire quel choix on fait. Et qu'est-ce qu'on décide de mettre en avant? Dans les médias, par exemple, franchement, ils décident de mettre en avant que de la violence, que de l'opposition. Que de l'opposition. Paul Auster, le grand écrivain américain de gauche, est mort cette année. Il était profondément engagé. Regardez sur Google, c'était une personne d'une très grande beauté, profondément engagé à gauche contre le racisme aux États-Unis. Il écrivait « Seul dans le noir, je tourne et retourne le monde dans ma tête, tout en m'efforçant de venir à bout d'une insomnie. Une de plus, une nuit blanche de plus dans le grand désert américain. À l'étage, ma fille et ma petite-fille sont endormies, seules, elles aussi, chacune dans sa chambre. Myriam, 47 ans, ma fille unique, qui dort seule depuis 5 ans, et Katia, 23 ans, la fille unique de Myriam, qui a dormi quelque temps avec un jeune homme du nom de Titus Moll, mais Titus est mort, et maintenant Katia dort seule avec son cœur brisé. Lumière éclatante et puis obscurité, le soleil qui se déverse de tous les coins du ciel, suivi par les ténèbres de la nuit, les étoiles silencieuses, le murmure du vent dans les branches, c'est la routine.
Il y a plus d'1 an maintenant que je vis dans cette maison, depuis qu'on m'a laissé sortir de l'hôpital. Myriam a insisté pour que je vienne ici, et d'abord nous n'étions plus que nous deux, avec une infirmière de jour qui s'occupait de moi pendant que Myriam était au travail. Et puis, 3 jours plus tard, le ciel est tombé sur la tête de Katia. Elle a abandonné ses études de cinéma à New York et elle est revenue habiter chez sa mère dans le Vermont. Ses parents lui avaient donné le prénom du fils de Rembrandt, le petit garçon des tableaux, l'enfant aux cheveux d'or sous une toque rouge, l'écolier rêveur qui s'efforce de comprendre ses leçons, le petit garçon qui s'est mué en un jeune homme ravagé par la maladie et qui est mort à guerre plus de 20 ans, exactement comme le Titus de Katia. C'est un prénom fatal, un prénom dont il faudrait à jamais bannir l'usage. Je pense souvent à la mort de Titus, à l'affreuse histoire de cette mort, aux images de cette mort, aux conséquences dévastatrices de cette mort sur ma malheureuse petite fille. Mais je ne veux pas aller par là maintenant, je ne peux pas aller par là maintenant. Il me faut repousser cela aussi loin de moi que possible. La nuit est jeune encore et couché dans mon lit, le regard perdu dans l'obscurité au-dessus de moi. Une obscurité si noire que le plafond est invisible. Je commence à me rappeler l'histoire que j'ai commencée la nuit dernière. C'est ce que je fais quand le sommeil se refuse à moi. Couché dans mon lit, je me raconte des histoires. Elles ne valent sans doute pas grand-chose, mais du moment que j'y suis plongé, elles m'empêchent de penser à ce que je préférerais oublier. La concentration peut être un problème toutefois, et très souvent, mon esprit finit par dériver de l'histoire que j'essaie de raconter vers les sujets auxquels je ne veux pas penser. Rien n'y fait. Je vais d'échec en échec, bien plus d'échecs que des réussites. Mais cela ne signifie pas que je ménage mes efforts. Je pourrais en lire plus, mais rien que dans ces quelques mots de Paul Auster, si vous entendez comment il écrit, il y a quelque chose de ce que je vous disais de l'invisible, une sensibilité cachée qui se trame. Et je ne le connaîtrais pas et on me dirait que cet homme est engagé contre le racisme, que j'en serais absolument pas étonné. Alexandre Jolien, la bienveillance. Le mot bienveillance vient du latin benevolens. Le bénévolat, c'est d'abord vouloir le bien des autres. On ne fait pas du bénévolat pour se redorer le blason, mais parce que l'on veut le bien de l'autre. Et c'est peut-être là une belle définition de l'amour et de l'amitié. Vouloir le bien de l'autre sans lui imposer sa propre version du bien. La phrase du Sutra du Diamant s'applique encore là à merveille. Le bien n'est pas le bien, c'est pourquoi je l'appelle le bien. Parce que quand on croit savoir mordicus ce qu'est le bien pour l'autre, souvent on lui impose ses préjugés, et l'on s'éloigne de ce qui est vraiment bien pour lui, surtout ne pas imposer le bien. L'autre jour, j'étais dans ma chambre et j'avais envie de manger un yaourt. J'ai appelé mon fils pour qu'il m'aide, et il a placé le yaourt derrière mon bol de méditation sans cuillère. Je lui ai dit, Augustin, quand on a un papa handicapé, on ne met pas le yaourt derrière le bol de méditation. Je n'arrive pas à le prendre. Alors, mon petit garçon, avec ses petites mains, a pris le yaourt et l'a posé devant moi, et je lui ai encore dit sèchement, mais où as-tu mis la cuillère pour manger le yaourt ? Il m'a regardé, il avait oublié la cuillère. Alors j'ai pris le maillet qui me sert à taper sur le gong et je l'ai plongé dans le yaourt. J'ai mangé avec ça et on a éclaté de rire. Et tandis qu'Augustin regardait le yaourt et comprenait que son père était handicapé et qu'il ne pourrait jamais faire les choses comme les autres, je sentais qu'il y avait une certaine tristesse dans cette prise de conscience. Je me suis alors demandé, comment bien faire ici et maintenant ? Qu'est-ce qui œuvrerait véritablement à son bien en ce moment ? Et j'ai pensé, il faut dédramatiser la chose en y allant carrément, en riant de ce handicap qui bien souvent me pourrit la vie. L'expérience du yaourt, c'était l'expérience de l'acceptation. Je ne peux pas ouvrir un yaourt comme les autres, j'ai besoin de mon fils de 6 ans pour le faire. Mais c'est fou comme l'expérience de la souffrance est parfois tout proche de celle de la joie et du bonheur. Trop souvent, j'ai tendance à opposer la joie à la souffrance. J'étais incapable d'ouvrir un yaourt, mais ce moment a été celui d'une complicité sans nom avec mon fils. J'ai pris Augustin dans mes bras, et l'expérience de la faiblesse qui aurait pu miner cet instant nous a offert une occasion de complicité totale. J'avais été presque brutal avec mon fils, pas violent mais abrupt. Je m'interroge souvent quand j'agis avec les autres, lorsque je suis avec des proches ou des moins proches. Est-ce que je tends au bien ? Est-ce que je tends au bien ou est-ce que je veux plaire à l'autre ? Cette petite pharmacopée voudrait inviter à se demander, est-ce que j'agis pour moi ? Est-ce que je joue un rôle en agissant comme ceci ou comme cela en faisant ce que je crois bien ? Ou est-ce que j'agis vraiment pour le bien ? La phrase du Sutra du Diamant nous invite à ne jamais nous fixer dans le bien. Je peux dans la même heure être un mari minable, déplorable, autant qu'un mari modèle. L'important, c'est de ne me fixer dans aucune attitude.
de ne me fixer nulle part et d'aller de l'avant, car un mari minable n'est pas un mari minable. C'est pourquoi je l'appelle un mari minable. Alors forcément, la question quand on lit ça, où aller? Que faire? Comment dire sans imposer? Choisir par soi-même. Ne jamais imposer de bien, comme il dit. En revanche, je pense qu'Alexandre Violin ne serait pas contre l'idée de dire que la poésie existe, qu'il y a des chemins, et qu'il y a des chemins où on sent qu'il y a des chemins qui vont vers l'autre. Il y a des chemins où on sent que tout d'un coup le cœur se détend. Il y a des chemins où on sent que tout d'un coup de s'être levé dans les transports en commun pour telle ou telle personne âgée, on sent que c'est quelque chose qu'il fallait faire. Qu'il y a des chemins où quand tout d'un coup un jeune homme subit une agression pour homophobie, pour racisme, le défendre, ou une jeune femme, c'était ce qu'il fallait faire. Il y a des chemins où on sent que prendre tel chemin de la haine, tel chemin d'une violence sans fin, ne fait qu'assombrir notre visage et ne nous permet plus de voir grand-chose. Il y a des chemins où l'on sent que oui, il faut penser la réalité économique avec ses structures, avec ses avantages, de certaines entreprises, de certaines choses du capitalisme. Il y a des chemins où l'on sent aussi que le monde tend vers une capitalisation, que le monde est parfois capitalisation ou est capitalisation, et se mécanise sans cesse jusqu'à épuiser les êtres, les corps, les âmes. Alors dans tout ça, est-ce qu'il y a des solutions idéales? Sûrement pas. Mais il y a des solutions où l'on sent que tel chemin prend peut-être davantage un chemin du cœur, un chemin qui ne concerne pas que la France, qui ne concerne pas que son petit espace, son petit jardin, son petit quartier, sa petite ville, sa grande ville, ou tout son pays. Qu'il y a des chemins qui vont aussi au-delà des frontières, parce qu'au-delà de notre petit jardin, de notre petite ville, de notre grande ville, de notre pays, il y a parfois ailleurs des souffrances terriblement plus grandes. Et si l'on vit d'une certaine manière, où l'on oublie ces souffrances plus grandes ailleurs, est-ce qu'on est réellement un être humain de la planète Terre? Est-ce que être un être humain de la Terre, c'est pas justement avoir quelque part en soi une conscience des autres, où qu'ils soient, sans évidemment oublier sa propre situation, la personne qui se lève à 5 heures du matin pour aller faire son pain ou travailler à l'usine, évidemment. Mais est-ce que ce ne sont pas des politiques de gauche capables d'entendre les souffrances des uns et des autres, notamment encore plus quand c'est une gauche rassemblée, certes pas parfaite, mais une gauche qui a fait front, qui fait union? N'y a-t-il pas plus de chances que cette gauche puisse réellement entendre? Combien de fois on a entendu pendant l'ère Macron que les gens étaient blessés, peinés de se sentir humiliés par des pensées structurelles plus hautes qu'eux? Je crois qu'au fond, la question de l'affect restera toujours parfois le bon chemin. L'affect qui nous permet d'être sensible aux personnes qui souffrent, aux personnes qui pleurent, aux personnes qui ont réellement besoin d'aide, aux personnes qui sont réellement contre la violence. J'irais même jusqu'à dire que les grands hommes comme Robert Badinter, qui est décédé dans la justice, une personne qui est violente n'est pas violente ad vitam aeternam, n'a pas à être bannie de l'existence toute la vie. Elle doit parfois payer le prix et être jugée pour ce qu'elle a fait, mais elle a le droit parfois à une seconde vie. Elle aura parfois un travail sur elle-même. C'est aussi ça, une société de tolérance, de pardon, une société d'évolution, de transformation. Tout ce qui est figé tue l'être humain.